Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le 3e module de ce cours qui porte sur le fonctionnement et la sécurité des systèmes informatiques. Le clip précédent ayant expliqué le besoin de structure dans le stockage des données, celui-ci va esquisser les principaux types de structures rencontrées. La plus simple des structures est celle d'un catalogue indexé par ordre alphabétique, par exemple tel qu'on en trouve dans toutes les bibliothèques du monde. Les livres et magazines de la bibliothèque peuvent être rangés dans les étagères plus ou moins par thème ou simplement par ordre d'acquisition. Par contre, ils sont tous indexés dans le catalogue de la bibliothèque, par exemple par ordre alphabétique des auteurs et ou des titres. L'équivalent informatique d'une telle structure est constitué par des métadonnées sous forme d'un index séquentiel. Les données peuvent être rangées sur le support de stockage là où il y a de la place dans la zone de données. Par contre, la zone de métadonnées contient un index alphabétique de tous les noms des auteurs ou des œuvres contenus dans la zone de données. Une telle structure ne permet cependant pas de retrouver facilement toutes les œuvres d'un auteur si l'index séquentiel est classé par ordre alphabétique des œuvres et non de leurs auteurs. Pour répondre à ce genre de questions, il faut avoir recours à une structure hiérarchique typique des ordinateurs modernes. Sur ces systèmes, les données sont d'abord organisées par type, programme, données du système, données de l'utilisateur, etc. En dessous de chaque type, on trouve alors des classifications plus fines, telles que par exemple documents, photos, musique, vidéos, etc. Et ainsi de suite, les musiques à leur tour peuvent être classées par auteur. Par contre, même dans une telle structure hiérarchique, il est difficile de retrouver tous les individus qui auraient interprété une même œuvre donnée. À cette fin, il est préférable d'avoir recours à une structure dite relationnelle. Une telle structure est basée non plus sur un seul catalogue ou une seule arborescence hiérarchique, mais sur une série de tables ou de catalogues, chacun indexé selon son propre ordre et relié aux autres tables en ce qu'elle reprend leur index dans ses colonnes. Ainsi, une médiathèque musicale pourrait offrir une table indexée par nom d'auteur, une table indexée par nom d'interprète et une table indexée par titre d'œuvre et indiquant pour chaque œuvre l'index correspondant de son ou ses auteurs et de son ou ses interprètes. Par contre, même une telle base de données relationnelle ne permet toujours pas de déterminer directement si un auteur est aussi interprète ou vice-versa. On parle aussi souvent d'une structure plus générale d'entités liées par des relations qui est plus fortement maillée mais fonctionnellement équivalente à une base de données relationnelle. Dans une telle structure, on peut par exemple enregistrer une relation indiquant qu'une œuvre est l'adaptation d'une autre. Ces deux œuvres étant liées par la même partition musicale, mais à des paroles différentes. À leur tour, ces paroles peuvent être reliées à leur titre, alors que la partition musicale commune est liée à son ou ses compositeurs et vice-versa, et de même pour les paroles. Enfin, tous les auteurs, compositeurs ou autres qui ont interprété ces œuvres y sont aussi reliés, et toutes ces interprétations sont elles-mêmes reliées aux enregistrements stockés dans la zone de données du support de stockage correspondant. Que l'on parle de dispositif de stockage, mémoire morte ou de la toile de l'Internet, le besoin d'organisation structurée reste le même. Prenons par exemple l'algorithme PageRank de Google qui fournit un classement des pages de la toile concernant les termes recherchés, indexés par ordre de pertinence vis-à-vis de ces termes. Toutes ces pages constituent initialement un océan de données totalement chaotique. Pour arriver à fournir les résultats que Google offre, PageRank crée des métadonnées structurées. Pour ce faire, si n pages contiennent les termes recherchés, PageRank leur confère initialement le même rang de valeur 1 sur n.
PageRank ajuste ensuite le rang de chaque page récursivement en fonction du nombre et de la qualité des liens qui mènent à cette page à partir des autres pages. La qualité de chaque lien est une fonction du rang de sa page d'origine divisée par le nombre de liens qui en émergent. Donc plus une page contient de liens sortants, moins ces liens auront de poids. Inversement, plus une page sera visée par des liens de poids provenant d'autres pages, plus cette page sera réputée pertinente pour toutes les données qu'elle contient. En réalité, l'algorithme réel est infiniment plus compliqué et d'ailleurs pas entièrement publié, mais notre brève description donne une bonne idée de son principe général. Ce vers quoi Google et consorts tendent est ce qu'on appelle aujourd'hui les big data. Big data ou vaste données signifie la possibilité de répondre à toute question, voire à trouver des réponses à des questions pas encore posées, par exploration de l'univers de données dans lequel vit le monde actuel. Pour prendre un exemple concret, comment Google ou Facebook pourraient-ils retrouver une œuvre musicale ou cinématographique dont on ne connaîtrait que quelques mots, quelques mesures musicales ou quelques esquisses d'images? La tâche exige que Google et consorts organisent leur catalogue, leur répertoire, pour identifier l'œuvre à partir de quelques paroles, ce qui est trivial aujourd'hui. Identifier la musique à partir de quelques mesures est certes de plus en plus faisable, mais ce n'est pas encore vraiment courant. Identifier un film à partir de quelques images devient lentement possible, mais est loin d'être trivial. La tâche exige ensuite de retrouver le ou les auteurs, le ou les compositeurs et le ou les interprètes des paroles de la musique ou du film, la date de production, etc., etc. Ceci est possible en plusieurs étapes si des services secondaires ont mis ces informations en ligne. Google et Facebook ne fournissent cependant pas ces informations eux-mêmes. Google et Facebook ne font que rechercher des indices clés mis en ligne par des tiers. Google et Facebook ne répondent pas encore parfaitement à des questions en langage naturel telles que quels sont les titres, paroles, musique, vidéo, auteurs et dates d'un dessin animé où l'on voit une souris s'essayer à la prestidigitation. Réponse Fantasia de Walt Disney en 1940. Ceci est le défi fondamental des big data, retrouver une perle informative dans un océan de données peu ou mal structuré. Cette structuration des big data est en fait un des fondements requis pour le déploiement de ce qu'on appelle le Deep Machine Learning, ou l'écolage des machines en profondeur et l'intelligence artificielle. Définir l'intelligence artificielle soulève une multitude de questions philosophiques sinon métaphysiques, telles que qu'est-ce que l'intelligence humaine? Ensuite, de quelles capacités futures des ordinateurs devront-ils disposer en matière de mémoire, de communication et de traitement de l'information pour en arriver à apprendre tout seul et à résoudre des problèmes au-delà de nos capacités humaines? Qu'est-ce alors que l'intelligence artificielle? Turing en a donné une définition circulaire. Une machine sera vraiment artificiellement intelligente le jour où elle sera capable d'agir et de se comporter d'une façon qu'on ne peut pas distinguer de celle d'un être humain. Mais concrètement, comment les machines vont-elles pouvoir comprendre tout ce que l'humanité entend par éthique, créativité, intuition, abstraction, empathie, généralisation, sens commun, sens critique, etc., etc. Comment l'humanité va-t-elle pouvoir communiquer, encoder tout cela à destination des machines? Les futurs robots informatiques suivront-ils toujours nos instructions selon nos objectifs? Ou bien vont-ils trouver que l'humanité fait fausse route et conquérir le monde pour nous dominer, nous asservir, voire se débarrasser de nous? Une bonne idée de l'état actuel des big data et de l'intelligence artificielle des machines est donnée par les voitures qui se conduisent sans chauffeur, ou alors par exemple
par les ordinateurs tels que le superordinateur IBM Watson, qui a en 2011 écrasé les 2 meilleurs joueurs du monde au jeu télévisuel de Jeopardy. Ce jeu de questions-réponses a ceci de compliqué que l'animateur donne des réponses alors que les candidats doivent formuler les questions correspondantes. À la réponse recherchée pour avoir volé une miche de pain dans Les Misérables, les candidats sont supposés poser une question telle que « Qui est Jean Valjean ?» Il est à noter que pour relever ce défi, Watson n'était pas connecté à l'Internet, il pouvait uniquement consulter ce qu'il avait emmagasiné dans sa mémoire et appris tout seul en consultant le web au préalable. Comme on le voit aux barres de progrès colorées sur cette photo, question après question, Watson a battu de vitesse Ken Jennings, le champion ayant accumulé à ce jeu le plus grand nombre de victoires, et Brad Rutter, le champion ayant accumulé les plus gros gains financiers. Watson fut le premier à atteindre le but de 1 million de dollars, montant qu'IBM reversa bien entendu à une œuvre caritative. Pour mieux apprécier la rapidité de réponse orale de Watson face à la complexité du défi, nous vous recommandons vivement de visionner des vidéoclips de ce jeu sur YouTube. Il est aussi intéressant de remarquer où en est Google par rapport à ce genre de défi. Google aurait certes trouvé les réponses étant donné les questions, mais aurait eu du mal à formuler les questions étant donné les réponses. Lors de ce défi, Watson a trouvé 79% des questions, alors que Google en aurait retrouvé seulement 56% en première position de ses résultats, plus 23% sur les 10 premières positions de ses résultats de recherche.